Lors d'une précédente vidéo sur l'opportunité d'investissement QVIAX, j'avais souligné le parallèle qu'il y avait entre les crypto-monnaies en général et les Ponzi. C'est-à-dire que les derniers entrées payeront pour les premiers entrées. Avec plus de 15 000 crypto-monnaies sur le marché, je doutais que tout avait un avenir dans la DeFi. Il est évident que la plupart ont un but d'enrichissement immédiat pour ses concepteurs. Je ne ciblais pas plus le Bitcoin qu'une autre crypto-monnaie. Comme à son habitude, j'ai reçu de nombreux commentaires, mais ceci m'a interpellé. Alors je vous le cite. Papy, il faut te retirer maintenant. Tu as fait ton temps. Déjà, c'est pas le Bitcoin mais le Bitcoin. Et comparer le Bitcoin à ton escroquerie, ça me fait un peu mal. Si Einstein m'avait fait ce genre de remarques, j'aurais probablement été blessé, mais venant d'un jeune homme qui pense que l'arrogance est un facteur de réussite me laisse particulièrement indifférent. Mais avait-il vraiment conscience de ces paroles quand on sait que ce qui a donné naissance aujourd'hui au Bitcoin, la cryptographie, est né en 1919 grâce aux travaux d'Arthur Scherbius. Arthur Scherbius aurait 143 ans aujourd'hui s'il était toujours en vie. Alors que probablement il gigotait encore dans son parc à ce moment, ce jeune effronté savait-il que le web est né en 1989 dans les laboratoires du CERN à Genève. Son inventeur, Tim Berners-Lee, a 66 ans aujourd'hui. Que l'inventeur du iPhone sur lequel cet écervelé prépubère passe des heures à jouer à des jeux abrutissants est Steve Jobs et aurait 67 ans aujourd'hui. Tous les grands de ce monde, musiciens, artistes, scientifiques, mathématiciens ont été des papys. Les Rolling Stones à 70 ans sont encore capables de remplir des stades. Louis Pasteur, qui révolutionna la médecine moderne, injecta son premier vaccin à 63 ans. Alors ce jeune arrogant, pouvait-il imaginer que moi, le papy de 55 ans, ait pu prévoir la chute du Bitcoin? Savait-il qu'après avoir été un des premiers à échanger des Bitcoins, j'ai multiplié par 10 mon capital en l'achetant à 6 000 $ et en le revendant à 60 000 $? Que j'ai acheté du Mayota à 35 cents de dollars et revendu à 1,65 en multipliant ainsi par 5 mon capital. Et multiplié également par 5 mon capital grâce à l'Ether. Je n'ai pas la prétention et l'arrogance de cette personne, mais j'aimerais vous présenter humblement un angle d'analyse assez particulier qui vous permettra peut-être de prédire le cours du Bitcoin. Restez avec moi, on en parle tout de suite. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de parler de DeFi, de blockchain ou de crypto-monnaie. J'aimerais simplement vous dévoiler une technique d'analyse assez originale que j'ai utilisée parfois avec un certain succès. D'ailleurs, je reviendrai avec cette technique pour analyser un autre domaine qui vous intéressera particulièrement, j'en suis sûr. Pour moi, le Bitcoin répond aux mêmes critères d'analyse que n'importe quel autre actif sur le marché boursier. On peut analyser le cours du Bitcoin sous l'angle des supports et des résistances, des courbes de tendance, ou y voir sur un graphique n'importe quelle figure géométrique dessinée par le cours du Bitcoin. Dans le deuxième semestre 2021, on se plaisait à imaginer un Bitcoin à 100 000 $ et des génies de la finance sur YouTube publient à gogo des vidéos prédisant le meilleur pour le Bitcoin. Alors est-ce qu'en novembre 2021, valait-il la peine d'entrer sur le Bitcoin alors que celui-ci avait atteint son plus haut aux alentours de 60 000 $? Alors avant toute chose, pour moi, la première étape est de déterminer si l'opportunité d'investir est profitable par rapport au risque encouru. Qu'est-ce que je pouvais gagner et qu'est-ce que je pouvais perdre sur cet investissement? Le jeu en valait-il la chandelle en quelque sorte? Regardons maintenant ensemble comment mesurer ce risque potentiel. Pour ça, je vais calculer le ratio risk-reward, c'est-à-dire le rapport entre le risque et le gain. Sur ce graphique, je reviens en arrière en novembre 2021. Comment on peut le déterminer? Une zone de consolidation s'est installée à ce moment autour de ce point pivot à 60 000 $. Je dessine également en haut du graphique une zone cible à 100 000 $. Sur le graphique, on peut aussi identifier une zone pivot, une zone marquée par un support et une résistance à 40 000 $. C'est la zone probable que pourrait atteindre le Bitcoin si le cours se retournait à ce moment. Donc le gain potentiel serait de 40 000 $ si la prédiction se réalisait et la perte potentielle de 20 000 $ si le marché se retournait. Donc on peut calculer le ratio risque-gain à 2. Dans l'analyse du risque en trading, un facteur de 2 et au-delà est considéré comme intéressant. En dessous, le risque de perte augmente et il est nécessaire d'avoir une stratégie avec un taux de réussite supérieur à 60% en tout cas. Mais justement, il manque un facteur essentiel dans cette analyse, la probabilité de réussite de nos stratégies d'investissement. Reprenons le graphique. Notre précédent calcul supposait que le Bitcoin avait 50% de chances d'atteindre les 100 000 et 50% de chances de redescendre à son précédent support. Qu'en est-il si nous introduisons maintenant un facteur de probabilité? Si on estime que le Bitcoin, une fois sorti de sa zone de consolidation de 60 000 $, avait 40% de chances d'atteindre les 100 000 $ et 60% de risque de redescendre à son précédent support de 40 000 $. En reprenant le calcul et en pondérant chaque valeur, on voit que le ratio risque-gain descend cette fois-ci à 1,33. À ce moment, on voit clairement que l'investissement devient plus risqué. D'ailleurs, on connaît la suite. Le Bitcoin est redescendu au niveau du support à 40 000 $ en début d'année 2022. Alors proche de 1, l'investissement devient nettement moins intéressant. J'avais moi-même estimé les probabilités à 30% d'atteindre les 100 000 $ et 70% de revenir à la zone de support des 40 000 $.
le ratio risque-gain chutait à 0,86 et là très clairement la décision de ne pas investir ou de sortir à ce moment devenait une évidence. Vous connaissez peut-être le dicton boursier qui dit « acheter la rumeur et vendre la nouvelle ». Mais est-ce que la rumeur d'un bitcoin à 100 000 $ était fondée? Ou était-ce simplement le fait d'une prémonition collective des traders sur YouTube? Dans le monde de la crypto-monnaie, les stratégies de manipulation volontaire ou involontaire sont nombreuses. On pense tout de suite à Elon Musk et ses tweets intempestifs qui avaient comme conséquence des hausses et des baisses brutales sur le cours de certaines crypto-monnaies. Bon, même si le Bitcoin n'échappe pas à cette règle et qu'une majeure partie de celui-ci est concentrée dans certaines mains, il ne fait pas de doute que la masse des petits investisseurs peut également influencer le cours du Bitcoin. Pour connaître le sentiment du marché, j'utilise un outil assez paradoxal pour lequel il n'est pas habituel de l'utiliser dans ce sens. Il s'agit de Google Trends. Google Trends est un outil permettant de connaître la fréquence à laquelle un terme a été tapé dans le moteur de recherche Google. Il est possible de visualiser ces données par région et par langue. Voilà, je me trouve sur l'interface Google Trends et je tape maintenant, par exemple, le mot-clé iPhone 13. Il est possible de choisir l'ensemble des pays, de cibler un pays en particulier et de sélectionner la période sur laquelle nous désirons analyser les résultats de recherche sur ce mot-clé. Les résultats s'étalent sur une échelle de 0 à 100. La valeur 100 indique le moment où la recherche a été la plus forte sur l'ensemble de la période que nous analysons. Dans cet exemple, on constate que durant les 12 derniers mois, la recherche sur le mot-clé a été la plus forte dans la semaine du 12 au 18 septembre 2021. Le iPhone 13 est sorti en magasin le 24 septembre 2021. On voit que la semaine qui a précédé la sortie du iPhone 13 est celle qui a connu le plus fort taux de recherche sur ce mot-clé. À la sortie le 24 septembre, on lit une valeur de 65 durant la semaine. Cela veut dire que la recherche a été quasiment inférieure d'un tiers par rapport à la semaine précédant la sortie. On peut consulter aussi quel pays a connu le plus fort taux de recherche sur ce mot-clé. Dans la colonne de droite, on constate que c'est aux Émirats Arabes Unis que la recherche a été la plus forte en regard de l'ensemble des pays concernés sur les 12 derniers mois. En France, avec un coefficient de 37, on en déduit que l'intérêt sur ce mot-clé a été moins marqué qu'à Hong Kong de près de 60%. Alors, quel est le rapport entre le iPhone 13 et le Bitcoin? Eh bien, aucun. Non, il s'agissait de vous montrer l'utilité de Google Trends et de son fonctionnement. Mais utilisons maintenant Google Trends sur le mot-clé Bitcoin. Cette fois-ci, j'étends ma période de recherche sur 5 ans. Je laisserai de côté l'analyse par pays car cela ne servira à rien dans ma démonstration. Ce que je vais essayer de déterminer maintenant, c'est le rapport entre l'intérêt du public et le cours du Bitcoin. Voici sur ce graphique le cours du Bitcoin avec un historique sur 5 ans. J'effectue également une recherche sur Google Trends de l'intérêt de recherche sur le Bitcoin pour la même période. Reprenons le cours du Bitcoin et superposons la courbe issue de la recherche sur Google Trends. Je crois que c'est sans équivoque. La courbe du cours suit également la courbe de l'intérêt pour le Bitcoin. Alors bien sûr, certains me diront que forcément le prix augmente, les gens s'intéressant davantage au Bitcoin à cause de la plus-value. Peut-être, mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette démonstration, c'est que jusqu'au début de l'année 2021, depuis 4 ans, la courbe du prix a suivi scrupuleusement la courbe de l'intérêt pour le Bitcoin ressortant de Google Trends. Toutefois, à partir du premier trimestre, on constate à plusieurs reprises des divergences entre les deux courbes. Dans le second trimestre 2021, il apparaît très clairement une divergence. Alors que le prix augmente, l'intérêt pour le Bitcoin diminue. Ensuite, à partir du troisième trimestre, après une baisse importante, le prix du Bitcoin augmente à nouveau jusqu'au plus haut à 60 000 $, alors que l'intérêt pour le Bitcoin ne fait que diminuer et stagner. Les divergences sont très utilisées dans le monde du trading. On recherche la plupart du temps des divergences entre un indicateur comme le MACD ou encore le RSI et le prix d'un actif pour déterminer ainsi un changement majeur de tendance. Des études très sérieuses et plus précises ont démontré cette corrélation entre le prix et l'intérêt du public. Par exemple, en analysant le nombre de tweets sur le Bitcoin ou le nombre de recherches effectuées sur Google, ces études ont démontré clairement qu'il existait bien une corrélation entre le prix et l'intérêt du public. Ce qui est intéressant également dans les résultats de ces études, c'est qu'on découvre qu'il n'y a pas de décalage entre les deux courbes. L'intérêt pour le Bitcoin, par exemple, ne précède pas le cours du Bitcoin. Il est quasiment instantané. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une démonstration empirique pour établir une stratégie d'investissement à long terme. Toutefois, il reste un outil complémentaire original applicable dans certains cas pour confirmer ou infirmer une tendance. On va souvent retrouver cette corrélation dans d'autres domaines, mais le sujet à étudier doit être clairement identifiable avec un mot précis et susciter un grand intérêt dans le public. Mais je crois aussi que la baisse du Bitcoin et des crypto-monnaies en général est le signe d'un changement majeur dans le monde de la crypto-monnaie. L'année 2022 sera sûrement l'année de la régulation. Ce sera l'année où les gouvernements voudront mettre de l'ordre dans ce monde sans règles ni contrôle. J'ai pour ma part commencé à convertir mes cryptos en monnaie fiat, c'est-à-dire en monnaie physique comme l'euro. Je conserve par exemple le moins possible d'USDT qui pourrait être le premier à en faire les frais étant donné le manque de transparence dans son fonctionnement.
J'aimerais aussi rappeler que le monde de la blockchain ne se résume pas à un monde fait de spéculation sur les crypto-monnaies. Un monde où gagner de l'argent serait facile en vendant des cartes Panini en NFT. Ce même Tim Berners-Lee, l'inventeur du web que j'ai cité au début de la vidéo, s'alarmait récemment en avertissant que, je cite, « le développement du web était empêché de révéler son vrai potentiel à cause des fausses informations, de la publicité politique et de l'usage abusif des données personnelles sur le net. Depuis le web 2.0, avec l'émergence des réseaux sociaux, je vois un monde numérique pris au piège dans la matrice des GAFAM, Google, Facebook et autres géants du net. Un monde sous contrôle où la réalité que vous percevez n'est que celle qu'on veut bien vous servir. » Avec la blockchain et son univers décentralisé, la jeunesse détient sa nouvelle révolution. Celle de s'affranchir d'un monde centralisé contrôlé par les plus forts. Avec l'émergence du Web 3.0, basé sur un monde réellement décentralisé, l'occasion vous est donnée de reprendre le contrôle sur vos données, de participer réellement à la construction de ce réseau totalement décentralisé, hors de contrôle des grandes puissances politiques et financières et offrant une plus grande sécurité. Le Web 3.0, c'est imiter ce que le Bitcoin a fait avec la crypto-monnaie et l'appliquer à tout pour s'affranchir enfin de la matrice qui nous a tout volé. Peut-être que la blockchain est l'élu, notre néo qui nous libérera de la matrice. Alors je le dis à cette jeunesse, substituez votre arrogance à de l'intelligence et que peut-être vous reprendrez le contrôle de votre Internet, de votre liberté. Je rêve le jour où la blockchain redonnera du pouvoir aux internautes en créant un vrai web décentralisé comme on le dessine déjà avec le Web 3.0. Heureusement, je crois à l'émergence d'une autre jeunesse avec de nouvelles convictions qui remettra en avant l'esprit de communauté et non pas l'individualisme qui prévaut aujourd'hui. Malheureusement, l'arrogance ne conduit qu'à l'ignorance et la route est peut-être encore longue. À bon entendeur et salutations chez vous.